Bonjour à tous, je suis particulièrement heureuse de recevoir aujourd'hui aux médias le philosophe Bernard Stiegler. Fondateur du groupe Ars Industrialis, directeur de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Georges Pompidou, il est l'auteur d'une œuvre foisonnante, notamment consacrée aux mutations sociales, politiques et psychologiques provoquées par le développement technologique lié à la révolution numérique. On publie aujourd'hui 2 livres de lui, Qu'appelle-t-on penser aux éditions Les Liens qui libèrent, ainsi que La technique et le temps chez Fayard, réédition de sa thèse augmentée d'une postface. Bonjour Bernard Stiegler et merci beaucoup d'être avec nous aux médias aujourd'hui. Alors on va tout de suite entrer dans le dur, dans le vif du sujet. Le concept de négantropie, contraire de l'entropie, vous sert énormément de clé d'entrée pour penser notre monde aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez le définir simplement? Alors, pour définir la négantropie, il faut définir l'entropie. Qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est d'abord ce qui est observé par un physicien qui est aussi ingénieur, qui s'appelle Sadi Carnot, en France, en 1824, qui tente, cet ingénieur physicien, d'optimiser, disons, le fonctionnement de la machine à vapeur, qu'on appelle aussi la machine thermodynamique d'ailleurs, et qui s'aperçoit que cette optimisation est inévitablement relative parce que l'énergie se perd, et se perd irréversiblement. Et il pose un problème à travers cette dissipation irréversible de l'énergie, qui est tout à fait nouveau en physique, qui par exemple met en question l'énoncé fort connu « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Il y a quelque chose qui se perd dans le point de vue dans la question, disons, le problème plutôt posé par Sadi Carnot. Et en fait, ce problème il va être théorisé par des physiciens allemands et anglais, dont les principaux noms sont Thomson, Clausius et Boltzmann. Il va être théorisé à peu près 20 ou 30 ans plus tard, et il va donner lieu au concept d'entropie. Donc l'entropie, c'est ce qui pose qu'un système dynamique physique, l'univers est un système dynamique physique, inévitablement produit de la dissipation d'énergie qui est irréversible. Ce qui pose d'ailleurs le problème d'une temporalité du cosmos, et qui va introduire ce que Eddington va appeler la flèche du temps, qui est une flèche irréversible. Il faut bien mesurer que c'est une transformation colossale dans le domaine de la philosophie et de la physique, parce que jusqu'alors, dans le point de vue newtonien, par exemple, le cosmos était considéré égal à lui-même, et constituant une sorte de déité physique, si je puis dire. À partir de Carnot et surtout de Clausius, on ne peut plus du tout voir l'univers comme cela. L'univers est en constante transformation vers ce que les Américains appellent le cooling, c'est-à-dire le refroidissement de l'univers. Et ça signifie par exemple que le système solaire s'éteindra, que la Terre deviendra invivable, évidemment, mais que l'univers lui-même, indéfiniment, va aller vers sa propre désorganisation, puisque l'entropie, c'est le devenir poussière de toute chose, c'est-à-dire la dissipation de toute chose. Alors, ça, c'est le concept d'entropie. Le concept de négantropie apparaît en tant que tel, c'est-à-dire formulé comme tel, avec Erwin Schrödinger en 1944. Et en fait, d'ailleurs, Schrödinger, au départ, ne parle pas de négantropie, il parle d'entropie négative. Et il dit les êtres vivants, ce sont des réalités locales qui ont une capacité à différer le processus de l'entropie et à inverser le processus, c'est-à-dire à produire de l'organisation. Vous savez que, bien sûr, Lamarck a défini le vivant comme étant organique, organisé, autrement dit. Ce qu'il appelle les organismes, ce sont des matières organisées. Organisées par quoi? Par le processus du vivant et de sa reproduction, qui évolue à travers le temps, qui se complexifie. Donc le vivant, dans son évolution, vers de plus en plus de complexité.
c'est-à-dire aussi vers de plus en plus de négantropie. Alors si je travaille sur cette question, c'est parce que en 1971, un mathématicien roumain, qui a d'ailleurs été assistant de Joseph Schumpeter à une époque à Harvard, dit mais l'économie du XXe siècle, dominée par Schumpeter, est basée sur une physique newtonienne. Or, nous ne sommes pas dans une physique newtonienne. La physique n'est pas newtonienne aujourd'hui. La physique, c'est la physique de l'entropie. Et donc, il faut que l'économie prenne cette question en charge. Alors, ce que j'essaye de faire, moi, aujourd'hui, c'est de réinterpréter tout cela, l'entropie, la négantropie, Alfred Lotka et le concept d'exosomatisation, en passant par Nicolas Georgescu-Roegen, mais aussi en réarticulant ça avec Karl Marx. Parce que Karl Marx... Alors, de quelle façon ? Karl Marx est le premier, en fait, avec Engels, qui a posé le caractère exosomatique de la vie humaine. Marx et Engels, dans l'idéologie allemande, au tout début, disent « l'être humain est un être qui produit ses organes ». Ce sont des organes de production. Il doit produire ses organes de production et il ne peut pas vivre sans ses organes. À partir de là, Marx et Engels disent « le problème, c'est la possession de ses organes, le contrôle de ses organes. » Et donc, le fait que l'homme produise des organes exosomatiques, ils n'emploient pas le terme exosomatique, mais ils décrivent cela, pose un problème de domination sociale. Alors, ça, c'est le premier point qui est pour moi fondamental, c'est de rappeler que Marx et Engels, au départ, ce sont des penseurs d'un statut spécifique de l'être humain qui est doté d'organes artificiels et qui nécessite du coup du savoir-faire, du savoir-vivre, du savoir théorique, etc., et du savoir politique. Le deuxième point, c'est que Marx et Engels, et surtout Engels, parce que Marx ne s'est pas vraiment exprimé, Engels a écarté la théorie de l'entropie. Il n'a pas voulu la prendre en compte. Et c'est très très dommage, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons ? Nous vivons l'anthropocène. La prise de conscience de l'anthropocène, parce que l'anthropocène n'a pas commencé avec nous, il a commencé il y a bien longtemps, il n'y a d'ailleurs pas un accord là non plus sur la datation du démarrage de l'anthropocène, enfin grosso modo on peut dire que c'est la révolution industrielle qui est à l'origine de l'anthropocène, qui est à l'origine de l'anthropocène. Et qu'est-ce que c'est que l'anthropocène ? C'est une augmentation de l'entropie. L'entropie physique, dissipation d'énergie qui crée des problèmes chaotiques avec le climat, donc le réchauffement climatique. Deuxièmement, l'entropie biologique, parce que la diminution de la biodiversité, qui est une énorme catastrophe pour l'espèce humaine, est une disparition de négantropie. Donc c'est une augmentation de l'entropie dans le champ du vivant. Et l'entropie informationnelle, puisqu'aujourd'hui, bon, on est dans la post-vérité, on nous dit, en fait, nous sommes tous perdus dans l'information. Et pourquoi ? Parce que cette information est devenue anthropique. C'est devenu de la désinformation, en fait. Alors restons en effet sur la question de l'anthropocène qui est centrale dans votre pensée, dans votre combat, je dirais même. Dans la postface inédite de votre thèse, la technique et le temps, vous dites que l'anthropocène, c'est le capitalisme devenu totalisant et fou, installant en cela un totalitarisme qui se dit lui-même smart et soft. L'élimination des détours, le raccourcissement des délais est devenu la règle dans un monde qui, se retrouvant de ce fait sans foi ni loi, se précipite contre le mur du temps. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ce phénomène en cours ? Alors d'abord, il faut préciser que là, nous sommes à ce que je considère être le stade final de l'anthropocène. Ce n'est pas seulement moi qui dis ça, c'est le GIEC. Ce sont les 15 364 scientifiques de 185 pays qui ont signé un appel il y a exactement un an, en disant, ils ont lancé une alerte, un warning comme on dit en anglais, en disant c'est le dernier avertissement. Si on ne change pas maintenant, c'est foutu. Donc nous sommes à un stade particulier de l'anthropocène, qui est la fin de l'anthropocène. Et moi ce que je soutiens avec Ars Industrialis et Liri et mes amis, c'est que ou bien nous dépassons l'anthropocène, ou c'est terminé. Et ce sont les scientifiques qui disent cela. Ce n'est pas du tout un discours apocalyptique de je ne sais quel, est-ce qu'on nous dit souvent ça ? Non, pas du tout. C'est la communauté scientifique, dans son immense majorité, qui pose cela. Alors, l'anthropocène, qu'est-ce que c'est ? C'est, disais-je tout à l'heure, l'augmentation de l'entropie, mais l'augmentation de l'entropie sous quel effet ? Sous le double effet, et là il faut lire Marx, premièrement, de la prolétarisation
Qu'est-ce que c'est la prolétarisation? C'est le fait que les hommes et les femmes travaillent, mais en étant de plus en plus privés de leur savoir. Donc, Marx et Engels, dans le manifeste communiste en 1848, disent ça commence par les ouvriers, mais ça se terminera par le top management. C'est pas que les ouvriers qui seront prolétarisés. Ça commence par eux. Posséder du savoir au profit de des machines, au profit des machines. À leur époque, ce sont les machines qui, à travers les bureaux d'études des entreprises dirigées par les ingénieurs, en fait, encapsulent le savoir-faire des ouvriers et soumettent les ouvriers au contrôle par la machine. Ce ne sont plus les ouvriers qui contrôlent les machines, ce sont les machines qui contrôlent les ouvriers, sachant que les ouvriers sont là pour faire ce que la machine n'arrive pas encore à faire. Voilà. Et donc Marx et Engels disent ça commence par les ouvriers travailleurs manuels, mais ça va se continuer par les agents de maîtrise, puis par les cadres, puis les ingénieurs, et finalement ça touchera la direction même. Et c'est ce qui se passe. J'ai écrit un livre il y a 2 ou 3 ans, La société automatique, où je montrais qu'Alan Greenspan avait construit son système de défense, puisqu'il a été mis en cause au Sénat américain en 2008, en disant « mais je ne sais plus comment ça marche, je n'ai plus de savoir ». Voilà. C'est ce que disait Marx. Voilà. Mais ça touche tout le monde aujourd'hui. Si par exemple vous regardez l'automatisation avec les big data, ses effets aux États-Unis, ceux qui perdent le plus de travail en ce moment, ce sont ce qu'on appelle les lawyers, les juristes. Des milliers de juristes sont licenciés en ce moment, parce que les algorithmes travaillent, entre guillemets, travaillent plus vite qu'eux et mieux qu'eux. Donc, premièrement, processus de prolétarisation, généralisé, perte de savoir, autrement dit. Deuxièmement, calculabilité généralisée. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? C'est le calcul. Le capitalisme, c'est ce qui pose que tout est calculable. Ça, Marx l'a dit dès le début. Voilà. Et c'est ce qui pose que la calculabilité peut remplacer absolument toute activité humaine. Or, c'est faux. C'est faux pourquoi? C'est faux parce que si on lit un autre biologiste allemand qui s'appelle Ludwig von Bertalanffy, qui est aussi le théoricien de la théorie générale des systèmes, il montre, pour des raisons tout à fait scientifiques, à la fois mathématiques, systémiques, biologiques, dans ce qu'on appelle la théorie des systèmes dynamiques, qu'un système qui est entièrement autocalculable se détruit inévitablement. Pourquoi? Parce qu'un système dynamique, c'est un système ouvert. Un système dynamique vivant, je veux dire. Un système dynamique vivant, que ce soit un organisme, je ne sais pas, comme un ver de terre, ou une société humaine, qui est une société vivante, où il y a du vivant, il y a des hommes, mais il y a aussi des animaux, des plantes, etc., sans lesquels cette société ne pourrait pas exister. Ça doit être un système ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est ouvert? Ça veut dire qu'il peut supporter les accidents de la flèche du temps. C'est-à-dire qu'il peut compenser les effets de l'entropie en luttant contre eux, en inventant sans cesse, à travers quoi? Des savoirs, des choses nouvelles. Eh bien, ce que montrent Marx et Engels, c'est que les savoirs sont détruits par le calcul. Donc aujourd'hui, à cette époque de l'Anthropocène dans laquelle nous sommes, qui est ce que j'appelle le moment eschatologique de l'Anthropocène, c'est-à-dire la limite. Eschaton en grec, ça veut dire la limite. Nous sommes arrivés à la limite de l'Anthropocène. Ou bien nous réinventons des savoirs capables de produire ce que les théoriciens des systèmes appellent des bifurcations. Et c'est ça le rôle du savoir. Qu'est-ce que c'est que le savoir? Le savoir d'une mère, c'est un savoir, la maternité, d'élever son enfant. Parental, plus généralement, pas simplement la mère. Mais je dis d'abord la mère parce que ça a été très étudié par Donald Winnicott et parce que, par ailleurs, la mère a un savoir que le père n'a pas. Porter un enfant, c'est apporter quelque chose que le père ne connaîtra jamais. Ce savoir de la mère, c'est la capacité qu'a la mère d'élever son enfant, quel qu'il puisse être, aussi singulier et à l'écart de la norme qu'il puisse être, et d'en faire parfois. Moi, je travaille avec une neuroscientifique qui s'appelle Marianne Wolf, qui est spécialiste de la dyslexie. Et elle rappelle que Léonard de Vinci, Thomas Edison, énormément de grands penseurs ont été des dyslexiques au départ, et que la compensation de la dyslexie les a conduits finalement à produire des choses géniales. Eh bien, le savoir d'une mère, c'est de créer les conditions pour accueillir, par exemple, la dyslexie de son enfant, et en faire quelque chose qui va devenir une chance pour l'enfant. Mais le savoir sous toutes ses formes, prenons le savoir artistique ou le savoir du physicien, c'est la capacité de tel physicien à remettre en question tout le savoir constitué, et à dire non, il faut aller au-delà, c'est-à-dire à éliminer tout ce qui sont les résultats des calculs qui ont été faits, des expériences, etc., à dire il faut bifurquer, il faut tout remettre en question. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui détruit. Alors effectivement, dans votre autre livre, inédit, qui paraît aux éditions Les Liens qui libèrent, qu'appelle-t-on Penser avec un A, à la manière de Derrida,
vous dites que face à l'Anthropocène, aujourd'hui, la pensée sous toutes ses formes est démunie. Comment agir? Eh bien, elle est démunie parce que précisément, la situation nous prive de plus en plus de savoir, de manière très banale et objective. Hein. Les taxis qui ne savent plus lire les plans parce qu'ils passent par le GPS, nous qui sommes télécommandés de plus en plus par nos smartphones. Hein. Et personne n'échappe à ça. Moi, le premier, je suis dans cette situation. On ne peut pas y échapper. Nous essayons de, comme disent souvent les gens de gauche, résister. Je déteste ce mot. Je déteste ce mot. Il ne faut pas résister, il faut inventer. Résister, ça veut dire qu'on accepte la domination, on essaye de la limiter. Mais il ne faut pas du tout accepter la domination. Il ne faut pas du tout simplement la limiter. Il faut renverser la situation. C'est ça qu'on appelle un processus révolutionnaire. Et pour moi, la révolution, ce n'est pas des barricades dans les rues et tout ça. Ça peut être ça. Mais la révolution, c'est d'abord un processus de mutation intellectuelle, culturelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de mes amis, la plupart, je dois dire, de mes amis, ont fait comme moi, c'est-à-dire d'essayer de sauver un savoir constitué et de transmettre à leurs étudiants, etc. Mais ce savoir, il apparaît de plus en plus inopérant par rapport à la situation actuelle. Et je ne parle pas simplement du savoir philosophique ou politique. On a l'impression que tout a explosé. C'est ce qu'on appelle la disruption. C'est le sujet d'un autre livre que j'avais publié l'an passé. On a l'impression que le droit est devenu absolument incapable de penser ce qui se passe. Que la biologie, pareil, hein, parce que si vous regardez ce qui se passe dans le champ des biotechnologies, et si vous prenez les concepts de la biologie théorique, c'est très 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 difficile de rendre compte scientifiquement de ce qui se passe dans les biotechnologies, parce que c'est incompatible avec les sciences. Pourquoi est-ce que c'est incompatible avec les sciences? Parce que moi je dis que c'est pas scientifique, c'est anti-scientifique. On présente comme scientifique quelque chose qui n'est plus de la science. Pourquoi? La science, c'est ce qui respecte 4 phénomènes de causalité, comme disait Aristote. La cause matérielle, la cause efficiente, c'est-à-dire la capacité à faire quelque chose avec, la cause formelle et la cause finale. Aujourd'hui, les sciences sont incapables de prendre en charge ces 4 domaines de causalité parce qu'ils ont soumis toutes les causalités à la cause efficiente. Pourquoi? Parce qu'ils sont télécommandés par l'économie. Et le problème, c'est que cette causalité efficiente, qui repose sur le calcul, augmente l'entropie. C'est-à-dire qu'au moment où on a besoin du savoir absolument pour reproduire de la négantropie, c'est-à-dire lutter contre l'entropie, eh bien en fait, on soumet le savoir à l'augmentation de l'entropie. Ce qui fait que moi je dis que ça n'est plus du savoir. C'est de la mise en œuvre technoscientifique qui détruit les savoirs et qui fait que, vous le savez bien, hein, on nous dit qu'il va y avoir 9 milliards, peut-être même 10 milliards d'humains sur la planète à la fin du XXe siècle. On avait annoncé au GIEC 4% d'augmentation d'ici à la fin du siècle. Et puis, tout récemment, il y a un mois, le GIEC a dit non, ça sera 5,5 degrés d'augmentation d'ici à la fin du siècle. C'est absolument impossible. Et donc, il faut absolument changer tout cela. Pour ça, on a besoin de savoir. Mais aujourd'hui, ces savoirs, ils nous manquent gravement. Alors, ce que je soutiens, moi, c'est que ces savoirs, on peut tout à fait les constituer. Mais que pour les constituer, il faut relire et critiquer Marx, Engels, Nietzsche, Heidegger, Derrida, tout ça. Parce qu'il faut arrêter de ressasser ce que disaient ces grands personnages qui étaient des génies. Mais qu'est-ce qu'on doit faire d'un philosophe? C'est pas de le répéter comme un perroquet, c'est de le critiquer. Un philosophe est fait pour être critiqué. C'est Kant qui le dit lui-même. Vous commencerez à me comprendre quand vous commencerez à voir mes limites. C'est ça que dit Kant. Voilà. Et donc, il est absolument fondamental aujourd'hui de quoi faire? D'intégrer cette critique à partir de quoi? Moi, je considère principalement 2 sources. La théorie de l'entropie, d'une part, qui explose tout ça, et qui a été rejetée non seulement par Marx, mais par Nietzsche et par Heidegger. Et d'autre part, la théorie de l'inconscient, de Freud, qui a complètement modifié notre vision du monde, de ce que c'est qu'une société, le rôle du surmoi, etc., mais qu'on n'a pas véritablement, à mon avis, pensé. Pourquoi? Parce que la théorie de l'inconscient, elle a été reprise par le marketing. Le neveu de Sigmund Freud, Edward Bernays, a travaillé. C'est lui qui a créé le marketing, qui a inventé le marketing. Ce qu'il appelait les relations publiques en 1917, mais qui est devenu le marketing après la Deuxième Guerre mondiale, et qui consistait à dire qu'il faut manipuler l'inconscient et les pulsions des individus pour leur faire consommer ce dont ils n'ont pas besoin. Donc on n'a pas compris cela.
Marcuse a tourné autour de cette question, mais à mon avis, il s'est trompé. J'en avais parlé il y a une quinzaine d'années dans un livre où j'essayais de montrer pourquoi il s'était trompé. Et je pense qu'il faut rouvrir toutes ces questions aujourd'hui. Freud étant un des rares à avoir parlé d'entropie, de la négantropie, avant même que le concept de négantropie n'existe, dans le texte de 1920 qui s'appelle Au-delà du principe de plaisir. Alors vous parliez de notre rapport malade à l'information. Il y a la question du numérique, bien sûr, qui est très présente dans votre réflexion, et que vous êtes l'un des rares à penser à ce niveau-là. Vous dites que le numérique, on aurait pu penser dans un premier temps que ça aiderait à la démassification des audiences crétinisantes, je vous cite, que les industries culturelles avaient constitué, et que le numérique pourrait nous aider à un certain réarmement de la diversité des points de vue et des savoirs collectifs. Or, ce à quoi on insiste malheureusement aujourd'hui depuis des années, c'est au fait que le numérique accentue au contraire l'entropie du savoir. Alors on assiste à ça depuis 10 ans. C'est-à-dire depuis que les smartphones et les réseaux sociaux sont arrivés. Ils sont arrivés pratiquement en même temps. Le premier iPhone, je crois que c'est 2006 ou 2007. Et Facebook a été créé à peu près aussi en 2007-2008. Voilà. Ces réseaux sociaux ont créé une mutation très très profonde dans le World Wide Web. On dit toujours Internet, mais Internet, c'est pas le sujet. Internet, c'est une infrastructure. Le vrai sujet, ce qui a créé la possibilité de ce qu'on appelle la révolution numérique, la disruption, etc., c'est le web. Le web a été conçu il y a 25 ans, enfin il a été conçu il y a 30 ans, il a été mis en œuvre il y a 25 ans, en 1993, par le CERN, donc le Centre d'études et de recherche nucléaire de Genève. Il a été développé à l'initiative d'une équipe dirigée par Tim Berners-Lee, où travaillaient deux ingénieurs, un Belge et un Français, Jean-François Abramatic et Robert Caillot, Abramatic étant le Français. En vue de quoi? En vue d'augmenter la négantropie. Il ne le dirait peut-être pas comme ça, mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faciliter le débat scientifique. Il travaillait pour des physiciens de physique nucléaire, donc il voulait faciliter le débat scientifique entre physiciens, mais aussi entre ingénieurs qui travaillent pour ces physiciens. Dans la physique actuelle, les ingénieurs, c'est extrêmement important, y compris, et même, je dirais, de plus en plus les informaticiens, ils étaient eux-mêmes des informaticiens. Mais il voulait aussi ouvrir le débat public autour du nucléaire. Car, comme vous le savez, le nucléaire est un sujet de grande controverse, même de polémique politique et économique. Et donc, il pensait très important de créer un dispositif éditorial faisant s'élever le débat, je dirais. Voilà. Et ils ont réussi à faire ça. Qu'est-ce que c'est que le web? C'est un système éditorial absolument formidable qui a eu un développement hyper exponentiel, comme on dit. C'est-à-dire que dès que, en 1993, a été ouverte la possibilité de créer un site web, eh bien, les sites web ont proliféré. 3 mois après, il y avait 1 million de sites web. Aujourd'hui, il y en a plusieurs milliards. Voilà. Autant que d'humains, quasiment. Voilà. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé effectivement, avec en plus ce qui est apparu ensuite, qu'on a appelé d'abord le web social, puis le web 2.0, il s'est passé, par exemple, ce qu'a fait Arsène Israélis. Arsène Israélis s'est constitué sur une page web, un site web plus exactement. Ce site avait 40 000 abonnés. C'est considérable. Et donc nous avons pu faire beaucoup de choses grâce à ce web-là. Le problème est que, à partir du début des années 2000, se sont mises en place des stratégies de transformation du World Wide Web en une machine de captation de data au service de ce qu'on appelle aujourd'hui les plateformes, développant ce qu'on appelle la data economy, où tout a été soumis à des algorithmes de calculabilité qui nous transforment en marionnettes, en fait, parce que nous sommes pilotés par ces algorithmes. De plus en plus, nous n'en rendons pas forcément compte. Moi, j'ai écrit un bouquin, La société automatique, où j'ai essayé de montrer que c'est le cas. Si, par exemple, vous prenez le cas d'un trader qui travaille à la City, ce trader qui a des liaisons, alors, que nous n'avons pas à domicile, hein. C'est pas de la Wi-Fi, c'est de la liaison en fibre optique directement attachée à des serveurs. Ce trader travaille avec une machine qui va 4 millions de fois plus vite que lui. Parce que son système nerveux, il fonctionne à la vitesse de ses nerfs, et la vitesse de circulation de ses nerfs
eh bien c'est 60 mètres par seconde. Tandis que ces machines, elles fonctionnent à 200 millions de mètres par seconde. Donc c'est pas tout à fait 4 millions de fois plus vite, mais c'est 3 millions et quelques. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la machine vous prend de vitesse en permanence. Voilà. Et qu'est-ce qui vous prend de vitesse en permanence à travers la machine? C'est le calcul. Qu'est-ce que c'est que le calcul? C'est la fonction qui est mise en œuvre par l'entendement chez Emmanuel Kant. Mais Emmanuel Kant a toujours expliqué que l'entendement n'était pas autosuffisant. L'entendement peut fournir des données à l'appréciation de la raison. La raison, elle a des jugements synthétiques et pas simplement analytiques. Et ces jugements synthétiques, eh bien, ils produisent ce que Whitehead, qui est un kantien, un post-kantien, je dirais, du XXe siècle, appelle des bifurcations, présente comme des bifurcations. Et il dit la fonction de la raison, c'est de produire des bifurcations. Alors, ce que je soutiens, moi, depuis longtemps, parce que je suis ça depuis très longtemps, depuis 1989, parce que tout simplement, j'ai été missionné en 1989 pour travailler pour la Bibliothèque nationale de France et développer des postes de lecture assistés par ordinateur. Donc j'ai travaillé sur les moteurs de recherche bien avant que n'existent les moteurs de recherche, et je travaillais avec des ingénieurs qui eux-mêmes travaillaient avec l'équipe du CERN. Voilà. Donc ce sont des sujets que je suis depuis très très longtemps, et je pense en effet, j'ai toujours pensé, et je continue à penser que le World Wide Web est fait pour lutter contre la massification et la crétinisation de masse par les algorithmes, c'est-à-dire par la capacité à produire ce qui dépasse tout calcul. Vous savez, quand on dit une œuvre de Van Gogh est inestimable, ou ça dépasse l'entendement. Comment est-ce qu'il a? C'est le génie, ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce que ça veut dire que ça dépasse l'entendement? Ça veut dire que ça dépasse le calcul. Il y a des choses qui ne sont pas calculables. Et la vie, par exemple, c'est pas quelque chose qui est calculable. Si vous essayez de comprendre comment la vie est émergée, c'était le problème de Schrödinger, qui essayait de comprendre comment la vie peut sortir de la physique. Eh bien, elle ne peut pas sortir de la physique, la vie. Il faut qu'il y ait un passage sur une autre échelle, et qui est une échelle justement de la biologie, qui est incalculable par la physique. Et c'est un passage, c'est un saut. De la même manière, l'exosomatisation, par rapport à la biologie, c'est aussi un saut qui produit des problèmes incalculables d'ailleurs, et pas simplement des solutions. Alors aujourd'hui, ce que nous disons à l'IRI, puisque l'Institut de recherche et d'innovation, je l'ai créé pour ça, nous disons qu'il faut faut réinventer le web. Le web a été inventé par les Européens, financé par les Européens, intégralement. Or, le seul qui l'ait vraiment exploité, c'est Al Gore, vice-président des États-Unis. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que l'Europe n'a absolument pas suivi, n'a pas eu de politique de recherche industrielle. L'Europe n'a pas de politique industrielle, n'a pas de politique de recherche. L'Europe ne fait que faire ce que les lobbies lui disent de faire, et ces lobbies sont anglo-saxons. Donc ce que lui disent ces lobbies, c'est pas à peine de le faire de la recherche, c'est le marché qui s'en occupe. C'est archi faux. Aux États-Unis, c'est pas du tout le marché qui fait de la recherche, c'est l'armée américaine. Alors je ne dis pas qu'il faut confier à l'armée forcément, encore que, pourquoi pas. Il va peut-être bien falloir un jour créer une armée européenne. Mais en tout cas, ce que je pose, moi, c'est qu'il est absolument fondamental d'avoir une recherche publique qui n'est pas finalisée par le gain, c'est-à-dire par les calculs d'amortissement, d'investissement à court et moyen terme. C'est aujourd'hui comme ça que fonctionne le marché. Alors effectivement, vous vous intéressez aussi à la question de la souveraineté numérique, qui est très absente du débat public français notamment. Et vous soulignez que les GAFA ont été le cheval de Troie de la data economy et que celle-ci lèse gravement les économies nationales, sans parler des dégâts que vous évoquiez à l'instant produits sur les esprits. Oui, et ce que je pense, c'est qu'il faut élaborer une politique nationale et européenne, parce qu'il y a un point sur lequel Macron a raison, comme tous les européophiles, c'est que les nations à leur échelle ne peuvent pas travailler toutes seules aujourd'hui. La France n'a pas les moyens toute seule de travailler. Moi, j'ai toujours été pour la reconstitution de ce qu'on appelait autrefois le noyau européen, l'Europe des 6. Voilà. Je pense qu'il faut réélaborer des politiques de recherche scientifique. Et je le pense, et par ailleurs, je suis en train d'organiser quelque chose, puisque actuellement, avec des scientifiques, avec des philosophes, avec des citoyens aussi, des militants, de nombreux pays, de pas tous les continents, mais presque, en tout cas de 4 continents, nous sommes en train de préparer ce que nous avons appelé un Memorandum of Understanding. C'est le terme employé par les eurocrates pour tuer la Grèce. Et nous disons, nous pouvons faire un contre-memorandum of understanding. Understanding, c'est l'entendement, understanding. Et le memorandum, c'est ce qui, à partir de l'entendement, est capable de produire une raison. Nous proposons, nous,
pour commémorer, si j'ose dire, le 100e anniversaire de la fondation de la Société des Nations en 1920, après la Première Guerre mondiale, nous proposons de repenser l'avenir, non plus simplement des nations, de la Société des Nations, mais de la planète en totalité, de l'Anthropocène, à travers une nouvelle politique scientifique, mais aussi à travers une nouvelle politique juridique, une nouvelle politique économique. Je prends le mot scientifique, si vous voulez, au sens large, y compris en y intégrant les artistes. Nous travaillons sur ce domaine avec la Serpentine Galerie à Londres. Et ce que nous disons, c'est qu'il faut urgemment que se reconstitue au niveau de l'ONU, ce qui a été fondé après la Deuxième Guerre mondiale, ayant acté l'échec de la Société des Nations, qui n'avait pas pu empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, nous sommes confrontés aujourd'hui à une guerre qui n'est plus une guerre mondiale au sens de la Première et de la Deuxième, mais une guerre mondiale économique, qui est extrêmement dangereuse et qui peut entraîner une troisième guerre mondiale militaire, d'ailleurs, évidemment. Et nous pensons qu'il faut absolument créer, nous appelons ça, nous, une internation. Nous reprenons un terme de Marcel Mauss, qui en 1920 avait réagi à la fondation de la Société des Nations en publiant un petit texte qui s'appelle « La Nation », où il parle de ce qu'il appelle l'internation. Et où il dit, la nation, ça ne peut pas être détruit, il ne faut pas détruire les nations. C'est une richesse. Moi, c'est ce que j'appelle la négantropie, c'est des localités négantropiques, mais il faut les faire travailler ensemble et pas simplement à travers le droit international, qui n'est que la gestion des carences du droit national dans le domaine de ce qu'on appelle le droit de suite ou ce genre de choses. Non, en créant un droit planétaire. Voilà. Mais un droit planétaire qui ne se substitue pas aux droits locaux. Voilà. Et qui est un droit qui va intégrer, ça c'est moi qui le dis, c'est pas Marcel Mauss, la question de la négantropie. Si nous voulons négocier entre l'Amérique, la Chine, l'Afrique, le Moyen-Orient, etc., un avenir possible pour l'humanité, il faut intégrer cette question de la négantropie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut aussi développer une nouvelle politique de recherche industrielle. Je dis bien de recherche industrielle, parce que nous sommes dans un état d'urgence. Il faut inventer une nouvelle industrie, une nouvelle économie, où la question fondamentale, c'est aussi de changer les modèles de l'économie actuelle. C'est-à-dire d'entrer dans une macroéconomie qui va reposer sur la valorisation de la négantropie. Aujourd'hui, la macroéconomie repose sur la valorisation de l'entropie. C'est-à-dire qu'elle repose sur la valorisation de ce qui est destructif, de ce qui est toxique pour l'humanité. C'est pour ça qu'on est en train de tous s'intoxiquer. Diabète, cholestérol, stupidité fonctionnelle liée à l'information. Et on en est tous là, personne n'échappe à ça. Et tout le monde subit la pollution atmosphérique, le changement climatique. C'est une catastrophe absolue pour tous les habitants de la Terre. Il faut absolument développer un nouveau consensus. Mais ce consensus, ce n'est pas simplement une question de bonne volonté. Il faut produire de nouveaux concepts. Il faut donc produire de nouveaux agencements entre physiciens, mathématiciens, biologistes, juristes, économistes, philosophes, etc., citoyens, artistes. Et il faut développer ça dans une politique que nous appelons la recherche contributive. Qu'est-ce que c'est que ça, la recherche contributive? C'est une recherche que j'applique en ce moment même en Seine-Saint-Denis, sur le territoire de Plaine Commune, puisque nous travaillons avec Patrick Bravazek, mais aussi avec la Caisse des dépôts, des grandes entreprises, des grandes banques, et évidemment les universités du territoire et toutes sortes d'acteurs, les associations, etc., les PMI, les écoles, les collèges. Hier, j'étais à la mairie de Stein pour discuter de ces questions, comment on peut, dans les collèges, implanter une nouvelle politique qui a affaire à ces domaines. Nous développons ce que nous appelons une recherche contributive. Qu'est-ce que c'est que cette recherche contributive? C'est une recherche qui d'abord fait travailler ensemble des disciplines tout à fait différentes les unes des autres, mais qui ont élaboré un consensus sur des objets qui leur sont communs, sur lesquels ils vont travailler ensemble, juristes, mathématiciens, biologistes, informaticiens, etc. Deuxièmement, ces disciplines qui vont travailler ensemble vont travailler sur des territoires avec des habitants. C'est une réactivation de ce qu'on appelait autrefois la recherche-action. Il y a 70 ans, on avait appelé ça comme ça. La recherche-action, ça consistait à poser que quand on travaille avec des êtres humains, qu'on fait de la recherche comme sociologue, par exemple, ou économiste avec des êtres humains, ces êtres humains, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des objets scientifiques qu'on peut manipuler comme ça. Donc il faut les intégrer à la recherche. Parce que ce sont des sujets et pas simplement des objets. Eh bien, nous pensons qu'aujourd'hui, avec les technologies numériques, précisément, qui sont des technologies contributives, il est possible de constituer des communautés de savoir, de réinventer, de reproduire du savoir au niveau des territoires en état d'urgence, et de le faire dans des cadres d'expérimentation d'économie, de macroéconomie et d'économie industrielle, de microéconomie locale, etc., etc. Alors ça, c'est quelque chose dont nous pensons que c'est possible à une condition, c'est de réinventer les réseaux.
Pourquoi réinventer les réseaux? Parce que les réseaux aujourd'hui, ils sont entièrement calculables. Tout ce que vous produisez sur les réseaux est calculé par des algorithmes. Or, la négantropie n'est pas calculable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut utiliser la calculabilité, parce que moi je ne suis pas du tout contre la calculabilité, c'est extrêmement utile, mais il faut l'utiliser jusqu'au moment où on a besoin d'autre chose que du calcul. Et là, je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré un jour, il y a 12 ans, un maire d'une petite commune qui est très connue d'ailleurs. Le maire, il s'appelle Jean-François Caron, la commune n'est pas très connue, c'est Los-en-Goël, à côté de Lens, dans le bassin minier. Et ce maire a fait un travail absolument formidable dans sa ville. C'est une des villes les plus pauvres de France. Il y a des gens qui n'ont pas travaillé depuis 3 générations, parce qu'il n'y a pas de travail, tout simplement. Eh bien, il est soutenu par la population de manière formidable. Il a fait venir le centre de recherche, par exemple, sur l'écohabitat. Il a créé une dynamique dans sa ville absolument extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur les questions dont je vous parle. Et qui un jour donc, m'a fait visiter son territoire, parce qu'on a un peu travaillé ensemble. Et il me montre des capteurs installés par Orange, l'entreprise Orange. Et il me dit, à ton avis, ça sert à quoi ces capteurs? Alors comme j'ai fait un peu étudier ces choses de l'informatique et tout, je me dis, ça doit être des systèmes qui déclenchent des algorithmes, etc., pour faire de la régulation automatisée. Il me dit, non, ça convoque des réunions d'habitants. Ça prépare des dossiers pour des délibérations d'habitants, d'administrateurs, de fonctionnaires, d'élus, etc., etc. C'est là pour intensifier la vie démocratique. Et ça, c'est absolument génial. Voilà. Pour faire ça, il faut développer des nouveaux outils. Nous essayons avec Orange, parce que je travaille avec Orange sur ces questions, en Seine-Saint-Denis, de relancer ce programme-là. Parce que ça, c'est ce qui va permettre de dépasser la toxicité des réseaux sociaux. Alors, pourquoi est-ce que ça va permettre de développer cette toxicité? C'est parce que ces réseaux sociaux sont toxiques parce qu'ils court-circuitent les individus. Ils les prolétarisent dans leur vie quotidienne absolument à tous les niveaux. Alors effectivement, vous menez une critique féroce du fonctionnement des réseaux sociaux. Vous dites foncièrement toxique et avilissant. Vous dites que Facebook, par exemple, massifie les comportements, les grégarise, que nous sommes tous calculés, et que dans certains cas, quand il s'agit de s'emparer d'une émotion nationale, vous prenez par exemple le cas des assassinats commis à Charlie Hebdo, les conséquences peuvent être graves, et qu'une manipulation politique de masse, par exemple, pourrait se mettre en place grâce à ça. Bien entendu, elle est en train de se mettre. Non seulement elle est en train de se mettre en place, mais elle fonctionne très très bien aux États-Unis. Donald Trump, je l'appelle dans mon livre le président Twitter, c'est le... Qui c'est Trump? C'est intéressant. Trump, outre que c'est un promoteur, entre guillemets, comme on dit, immobilier, dont je parle un tout petit peu dans mon livre sous cet angle-là, grâce à Félix Guattari, parce que Félix Guattari, en 1989, dans Les 3 écologies, a dit « Faites attention à Trump, c'est un type très dangereux ». C'est incroyable, quand même. En quelle année? 1989. Trump, c'est un promoteur immobilier, c'est ce que décrit Guattari, avec une politique absolument sauvage d'exclusion des pauvres des villes et d'exploitation de la misère, disons. Deuxièmement, c'est le producteur, l'animateur et le fondateur d'émissions de télé-réalité. Et troisièmement, c'est celui qui a articulé la télé-réalité et son business avec les réseaux sociaux, et en l'occurrence Twitter. Alors oui, ces technologies sont devenues extrêmement toxiques. Mais ce n'est pas du tout un problème de technologie. C'est d'abord un problème de carence intellectuelle que nous, les intellectuels, nous avons, et qui nous fait renoncer à les penser, ces technologies, ou les rejeter. Moi, j'ai eu d'énormes débats depuis des années, depuis 30 ans, avec mes collègues qui rejetaient ces choses-là, soit en disant, de toute façon, ça ne se développera pas. Par exemple, je me souviens très bien de discussions en 2000. Visionnaire. En 2000, on parlait de Google, et on me disait, mais ça ne marchera jamais, Google, parce que c'est pas solvable, etc., etc. Google est la première entreprise mondiale, elle contrôle tout aujourd'hui, absolument tout. La mobilité, la santé, le transport, absolument tout. Et donc, ces gens ont été d'un manque de lucidité absolument sidérant. Alors pourquoi c'était comme ça? Ça peut se comprendre, c'est parce que c'est sidérant ce qui se passe, c'est affolant. Eh bien, il faut faire un effort surhumain. Et dans mon dernier livre, je parle de l'Ubermensch de Nietzsche, parce que je pense que Nietzsche a senti tout ça. Le surhomme. Le surhomme. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche annonce ce qu'il
considère être sa grande illumination, si je puis dire, c'est l'avènement du surhomme. Alors on a dit le surhomme, la bête immonde, la blonde, la bête blonde comme lui-même l'a appelé, et qui est ensuite devenue la bête immonde du nazisme, puisque Nietzsche a été un penseur officiel, c'était le penseur. Malgré lui et de façon posthume. Malgré lui, bien entendu. Et Nietzsche était, s'il y avait quelque chose que Nietzsche détestait, c'était les antisémites. Donc, par contre, sa sœur était antisémite. Et en tout cas, Nietzsche a vu venir ces questions. Il les avait venir très très tôt, l'Anthropocène, il le voit venir. Comme Heidegger d'ailleurs, quand Heidegger parle de ce qu'il appelle le Gestell, c'est de l'Anthropocène dont il parle. Mais Nietzsche n'a pas accepté la théorie de l'entropie, il y a opposé une théorie de ce qu'il appelle l'Übermensch. En fait, il a fait une espèce de théorie de la négantropie en refusant la théorie de l'entropie. Il n'a pas compris qu'il fallait faire une théorie de la négantropie en acceptant la théorie de l'entropie, c'est-à-dire en passant par elle. Bon, ça j'essaye de l'expliquer dans mon dernier livre, mais si j'en parle là, c'est parce que Nietzsche a beaucoup parlé, en 1879 en particulier, dans Le Voyageur et son ombre, il a très bien vu que la combinaison entre la machine à vapeur, les transports, le télégraphe et la grande presse, la presse quotidienne qui apparaît à ce moment-là, allait totalement bouleverser le monde. Et il a appelé ça le nihilisme. En fait, il a inscrit ça dans une histoire qui est celle du nihilisme, où le capitalisme est le dernier stade du nihilisme comme calculabilité généralisée. Et il pose qu'il va falloir un saut au-delà de ça, qu'il appelle Übermensch. Alors on a souvent vu ça comme le surhomme, non, c'est la surhumanité. C'est en fait un effort surhumain. Et l'homme doit être surhumain. C'est ça que dit Nietzsche. Mais en fait, il a toujours été surhumain. Ce qui fait que l'homme est un homme, c'est qu'il est toujours surhumain. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qui il est toujours en train de se dépasser. Quelqu'un d'autre dit ça presque au même moment, 20 ans plus tard, c'est Jean Jaurès, dans le premier éditorial de l'Humanité, qu'il faut lire, c'est extraordinaire. Parce que Jean Jaurès dit au premier numéro, en 1904 de l'Huma, que j'ai vendu, puisque j'étais autrefois militant communiste il y a fort longtemps, il dit « L'humanité n'existe pas ». C'est très très important. Il ajoute « où elle existe à peine ». Voilà. Et il pose que l'humanité, c'est ce qui doit s'inventer en permanence, c'est ce qui reste toujours à venir. Eh bien moi, j'essaye d'articuler ça avec Nietzsche. Voilà. Et de l'articuler dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, et qui est un contexte où nous avons à commettre un effort surhumain, qui est un effort intellectuel, mais pas simplement intellectuel. Un effort vital, un effort de savoir. Nous devons réinventer, nous devons réapprendre à vivre. Nous devons réinventer tout, y compris comment on mange, comment on fait la cuisine, comment on élève ses enfants, parce qu'on nous a tout désappris. Et le marketing, d'après la Deuxième Guerre mondiale, est une catastrophe. C'est un processus qui fait que nous nous déchargeons de tout, y compris d'enterrer nos morts, etc., sur des sociétés de services qui sont en fait des sociétés de prolétarisation. Aujourd'hui, il faut réapprendre tout ça. Et quand je dis ça, c'est pas du tout en rejetant les technologies. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle les survivalistes ou je sais pas quoi, qui disent voilà, on va réapprendre à vivre dans la forêt, à faire du feu, etc. Bon, c'est absolument grotesque pour moi, ce genre de choses. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de réinventer. Il faut relire Karl Marx, les Grundrisse en particulier. Et en particulier ce fameux fragment sur les machines que j'interprète de manière assez différente de Tony Negri. Qu'est-ce que dit Marx dans le fragment sur les machines? Il dit que l'automatisation va peut-être faire que l'emploi va être remplacé par les machines. Et que précisément, peut-être que ce travail aliéné qui était le prolétaire va être remplacé non pas par la révolution communiste, mais par les machines tout simplement, qui sont ce qu'il appelle du savoir objectivé, comme disait également Hegel. Eh bien, nous sommes en train de vivre ça, puisque en ce moment, le processus d'automatisation, la troisième vague d'automatisation qui se développe avec les algorithmes, rend automatisable de plus en plus d'emplois. 47% aux États-Unis sont considérés automatisables de ces emplois. Ça ne veut pas dire qu'ils le seront, hein, bien entendu, parce qu'il y a des luttes sociales, parce qu'il y a des tas de choses qui vont. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'emploi va diminuer de plus en plus. Et Marx, dans ce texte sur les Grundrisse, ouvre une perspective tout à fait nouvelle. C'est comment on peut s'emparer de ces technologies pour réinventer le travail. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Comment on peut faire que, parce qu'aujourd'hui c'est un très très gros problème, l'automatisation diminuant, l'emploi diminue. Si l'emploi diminue, les cotisations sociales diminuent, les impôts diminuent, tout diminue et la structure devient insolvable, les marchés sont saturés, on va vers la surproduction. Donc il va bien falloir redistribuer des gains de productivité.
Il va bien falloir redistribuer de l'argent. Et ça, nous pensons, c'est ça le projet de territoire de pleine commune, qu'il faut les redistribuer, ces gains de productivité, pour rendre aux gens la capacité à accéder à du savoir capable d'utiliser ces automatismes pour produire des bifurcations négantropiques. C'est-à-dire pour réinventer une économie luttant contre l'entropie. Et quand je vous dis que je travaille là-dessus, je travaille y compris avec la Société Générale, qui est une banque spéculative, mais qui en même temps est consciente des dangers de la spéculation. La question, est-ce qu'on peut travailler avec la Société Générale, avec Orange, avec ce type de partenaires? Il faut impérativement travailler avec eux. Ils sont incontournables de toute façon. Ce sont eux qui maîtrisent tous ces processus. Il y a des gens tout à fait lucides dans ces structures, très inquiets d'ailleurs. Et il faut évidemment travailler avec eux. Et pourquoi est-ce qu'ils sont réceptifs? C'est parce qu'ils savent très bien que si on n'invente rien, ils sont foutus. Ils disparaîtront. Donc, et là-dedans, il y a des tas d'ingénieurs, des techniciens, même dans le top management, il y a des gens extrêmement lucides sur ces questions, et très très inquiets. Ils ne peuvent pas le dire. Hein. Ils ne peuvent pas le dire parce que s'ils le disent, ils se suicident. Je veux dire, ils se suicident professionnellement. Mais ils sont très lucides. Et par ailleurs, l'Europe a absolument besoin d'inventer un modèle nouveau. Aujourd'hui, il y a deux grands acteurs dans le monde, les États-Unis et la Chine. Je connais très bien la Chine, j'y enseigne. Aux États-Unis, il y a un modèle qui se développe et qui est piloté par les libertariens. Peter Thiel, ils sont aussi des transhumanistes, ce sont des gens extrêmement dangereux, qui aujourd'hui ont fait alliance avec Donald Trump, et qui sont dans une politique terrifiante d'abandon de la planète, puisque si vous regardez ce que dit Elon Musk, par exemple, voilà, il se prépare à quitter la planète. Ils ont intégré le fait que oui, ça ne sera pas vivable, mais on va partir ailleurs. C'est totalement diabolique, cette vision. C'est pas du tout solvable, par ailleurs, hein, parce qu'une station sur Mars, si la Terre ne l'alimente pas, ça ne marche pas. Donc c'est du vent, c'est de la fiction. En Chine, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas de transhumanisme comme ça, même s'il y a ce qu'on appelle maintenant un sino-futurisme, ça s'appelle comme ça, sino-futurism. Mais en Chine, il y a une politique, qui est une politique menée par le Parti communiste chinois, et qui se caractérise par le fait que, eh bien, on travaille sur encore des modèles à 20, 30 ou 40 ans. Et du coup, il y a des gens, la Chine est le seul pays qui investit dans des modèles alternatifs aujourd'hui, y compris dans les énergies renouvelables, etc. En masse, parce que la Chine a un cash flow absolument colossal, bien plus important que Google. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe doit essayer de développer une vision européenne nouvelle et négocier avec la Chine et les États-Unis, parce que les États-Unis, les plus farouches combattants des libertariens sont aux États-Unis aujourd'hui. En France, il y a très peu de gens qui combattent vraiment les libertariens parce que les gens ne les connaissent pas. Pour combattre quelqu'un, il faut le connaître. Vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne connaissez pas. Vous le subissez. Alors vous pouvez combattre Laurent Alexandre qui raconte le blabla transhumaniste, mais ça c'est du blabla. Après il y a des politiques industrielles qui reposent là-dessus, et ça il faut le regarder de très très près. La politique de Google par exemple, il faut l'observer de très très près, et c'est compliqué à observer, mais c'est fondamental de l'analyser. Alors face à tous ces phénomènes très inquiétants, et plus que ça que vous décrivez, vous en appelez dans votre dernier livre un nous, au nous de ceux qui pensent que tout n'est pas soluble dans la force, le pouvoir, la violence, la technologie, le calcul, l'hypercontrôle et l'anthropocène. Ben, je pense que c'est ce que nous avons à faire, c'est à constituer ce nous. En fait, nous sommes tous, autant que nous sommes, clivés. Alors ça, c'est pas nouveau. Si je disais tout à l'heure que Freud est très important, c'est parce que c'est lui qui l'a montré, même si c'est Lacan qui a produit le concept du clivage, mais qui a nommé ça comme ça. Nous sommes tous clivés. Qu'est-ce que je veux dire en disant que nous sommes tous clivés ? Nous sommes tous constitués par un processus de dénégation. Nous n'avons pas envie de reconnaître la réalité de l'anthropocène, parce que si on la reconnaissait, on ne pourrait plus dormir, tout simplement. On se dirait à quoi bon ? À quoi bon les... Bon. Donc on se mettrait à picoler, à se shooter, ou on se foutrait par la fenêtre, ou je ne sais pas quoi. Donc on est tous pris dans un processus de dénégation, qui est catastrophique, parce que du coup nous ne faisons rien. Par moments, nous avons des accès de lucidité. Et ces accès de lucidité peuvent nous donner de l'espoir. Qu'est-ce que je veux dire par là ?
Les Américains utilisent le mot insight pour définir les processus dans lesquels, par moment, on produit quelque chose d'intéressant. Ce que, par exemple, Donald Winnicott appelle la créativité. Les êtres humains sont par moments créatifs. Et Winnicott dit une mère est créative, au sens où je parlais de la mère tout à l'heure, un enfant est créatif, et c'est la créativité qui fait l'être humain. Voilà. Ce sont des insights, on dit en anglais. Nous avons des moments d'insight. Nous avons des moments où nous considérons une situation qui paraît totalement désespérée, et tout à coup, il nous semble voir une possibilité d'espoir. Quand je dis ça, ce n'est pas théologique ce que je dis. Ça y ressemble un peu. Il ne faut pas se le cacher. Il y a des questions ici, parce que quand on est confronté au désespoir, on a toujours des références théologiques qui peuvent arriver à l'horizon, prophétisme, etc., etc. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est plutôt d'une situation athéologique, au sens où Georges Bataille parlait de athéologie, où on doit être capable de produire des visions alternatives qui rouvrent des possibilités d'espoir. Et ça, je pense que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible en créant des communautés, à nous, si vous voulez, capables de s'emparer de ces questions d'entropie, de négantropie, de calculabilité, etc. Moi, j'ai créé Ars Industrialis il y a 13 ans. Pourquoi faire? Pour faire que travaillent ensemble des ingénieurs, des chômeurs, des philosophes, des artistes, des étudiants, des vieux, etc. Une communauté qui se constitue en communauté de savoir. Ars Industrialis a très bien marché parce que nous avons publié des livres, nous avons créé un vocabulaire en ligne, etc. Parce que les gens qui faisaient partie de ce groupe apprenaient des choses ensemble. Voilà. Et ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il faut passer à une échelle supérieure. Voilà. C'est pour ça que nous faisons cette opération qui se traduira à Genève le 10 janvier 2020 par la remise d'un texte, d'une proposition où il y a des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, des juristes, des économistes, etc., mais aussi des représentants de la société civile de toutes sortes, des chômeurs, des militants, des entrepreneurs aussi. Il y a des gens très bien dans le monde de l'entreprise. Et pourquoi faire? Eh bien, je vais employer un mot qui va peut-être vous faire rire pour passer un compromis historique, de bonne volonté. J'emploie un mot qui est un mot de Berlinguer, voilà, qui était pour moi un grand penseur. C'était un marxiste italien qui avait élaboré une théorie du compromis historique. Voilà. Pourquoi faire? Pour faire qu'entre la social-démocratie, enfin la démocratie chrétienne italienne et le Parti communiste italien, quelque chose de nouveau se produise. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'extrême urgence où nous avons à inventer quelque chose de ce type-là. Le problème n'est pas de prendre des postures, voilà, face au grand capital. Bien sûr qu'il y a le grand capital. Mais d'abord, il y a plusieurs types de grand capital. Et le grand capital européen, il est condamné à mort s'il n'apprend pas à travailler avec nous. Et donc nous avons à faire des choses ensemble, intelligemment, lucidement, sans illusion, bien entendu, parce que tout ça est très complexe et il y a une finitude à ce genre de choses. Mais pour le moment, nous avons tous à sauver la peau de la planète. Donc il faut absolument être capable, là, de produire, moi j'appelle ça une nouvelle rationalité. Nouvelle rationalité économique, l'économie est totalement irrationnelle, aujourd'hui elle ne fonctionne que par la spéculation. Nouvelle rationalité biologique, ce qu'on nous présente comme de la science biologique aujourd'hui, ce n'est plus de la science. Mais là, la question n'est pas simplement de dénoncer des malfaçons, si je puis dire, hein, des mauvaises façons de désigner les choses. C'est de construire, c'est-à-dire d'inventer. Donc, fondamentalement, il y a à mettre en place une mobilisation d'un nous qui croyons encore à la possibilité de l'humain, ou du surhumain, disons, de la sursaut. Moi, j'appelle ça le néganthropocène. Parce que l'anthropocène, c'est l'augmentation de l'entropie, le néganthropocène, c'est l'augmentation de la négantropie. C'est-à-dire la réaffirmation, et en utilisant les algorithmes, les robots, etc., pour faire ce qui était l'enjeu des Grundrisse de Marx pour moi. Voilà. Donc je pense que c'est tout à fait possible, même si ça paraît tout à fait impossible. Mais j'ajoute un mot, dans un système, quand il arrive à sa saturation, sa propre transformation lui paraît structurellement impossible, parce qu'elle est incalculable. Donc si vous prenez les courbes, par exemple, vous les prolongez, c'est du calcul, hein, on ne peut pas s'en sortir. Si vous prenez les courbes de la démographie, du changement climatique, de la spéculation, etc., on ne peut pas s'en sortir. Mais c'est précisément par quelque chose qui va casser ces courbes, voilà, les logiques de ces courbes, qu'il est possible de s'en sortir. Ça a toujours été comme ça. Tous les systèmes dynamiques ouverts ont été toujours produits par des bifurcations de ce type. Voilà. Merci beaucoup, Bernard Stiegler.
pour cette conversation passionnante qui ouvre énormément de pistes de réflexion. Je rappelle le titre de vos 2 derniers livres qui paraissent ce mois-ci. Qu'appelle-t-on penser? L'immense régression aux éditions Les Liens qui libèrent. Et puis La technique et le temps, votre thèse rééditée et augmentée d'une postface. Je rappelle aussi le titre d'un ouvrage collectif auquel vous avez participé, particulièrement stimulant sur les questions numériques, La toile que nous voulons, sous la direction de Bernard Stiegler, avec des textes de Dominique Cardon, Paul Jorion, Evgeny Morozov, Julian Assange. N'en jetons plus. Merci beaucoup. Et je vous dis à tous à très vite pour un prochain entretien libre.